Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons un botaniste, docteur en pharmacie, conteur de nature hors pair et visionnaire, cofondateur et président de l'Institut européen d'écologie qui nous a, hélas, quittés à la fin de l'année dernière. Vous aurez bien sûr reconnu le professeur Jean-Marie Pelt. Après le décès de son fondateur, l'Institut européen d'écologie prend un nouveau départ. Marie-Anne Ister-Béguin, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici à Metz, au siège de l'Institut européen d'écologie, installé dans une partie de l'ancien cloître médiéval des Récollets, sur les hauteurs de la vieille ville. En juin 2016, vous avez été élu à la présidence de cet institut, fondé par le professeur Jean-Marie Pelt en 1971, auquel vous succédez, après son décès survenu le 23 décembre 2015. Il venait de fêter ses 82 ans. Quelle est la vocation de l'Institut européen d'écologie ? Bien, la vocation, c'est ce que nous en ferons, et ce que je souhaite en faire, c'est vraiment continuer l'aventure de l'Institut qui a commencé il y a 45 ans. Quelle est la vocation de l'Institut européen d'écologie ? Eh bien, la vocation, c'est simple, c'est de continuer l'histoire extraordinaire quand même qui a été commencée dans les années 70. Parler d'écologie, ici même, nous sommes dans le berceau de l'écologie urbaine. C'est ici même que Jean-Marie Pelt et Roger Klein, les cofondateurs de l'Institut, ont lancé ce concept d'écologie urbaine. Donc, à nous de continuer dans cette voie, dans cette aventure. Jean-Marie Pelt, que l'on entendait depuis 2002, tous les samedis après-midi sur les ondes de France Inter, dans l'émission CO2 Mon Amour de Denis Chessou, prix 2008 de la meilleure émission de la communauté des radios francophones publiques. Puis Jean-Marie, il y a les noyers. Oui, il y a les noyers, bien sûr, auxquels on est très attaché. Il y a les pêchers de vigne, et puis c'est la nature. Oui. Et on a besoin de ça. Moi, je ne peux pas vivre si je suis séparé de la nature, je ne pourrais pas exister. Je serais dans une sorte de claustrophobie. Voilà, la nature, c'est l'ouverture vers ce qui est plus grand que nous, et c'est ce que nous n'avons pas créé, nous. Et nous devons donc être modestes, parce que ce n'est pas nous qui avons fait la nature. Alors nous sommes très 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 fiers de nos technologies, mais la nature c'est bien aussi. Durant l'été 2016, chaque samedi et dimanche à 8h52 sur France Inter, Denis Chessou rendait hommage à Jean-Marie Pelt avec une série intitulée « Dans les jardins de Jean-Marie Pelt ». Jean-Marie Pelt, docteur en pharmacie, professeur, agrégé, botaniste, écologue, auteur d'une 50aine de livres, conférencier et conteur hors pair, il s'était fait connaître du grand public avec la série documentaire L'aventure des plantes, diffusée sur TF1 en 1982 et 1986, 7 d'or du meilleur documentaire. Vous avez bien connu Jean-Marie Pelt, Marie-Anne Ister-Béguin. Bien sûr, puisque je suis élève, je suis même diplômée de l'Institut européen d'écologie. Donc au départ, j'étais déjà dans cette aventure. Et bien sûr, Jean-Marie, j'ai continué à le fréquenter, à venir ici le rencontrer à l'Institut, à participer à ses conférences, donc à le suivre tout au long de son parcours. Alors, disait précédemment Marie-Anne Ister-Béguin, la fondation, la création, c'est une association, l'Institut européen d'écologie. Comment est-il né, cette institution ? Alors, c'est incroyable. Comment est-il né, cet institut ? Alors, c'est assez incroyable. En fin de compte, c'est la rencontre de trois hommes, peut-être 3 mousquetaires de l'époque. Alors, il y avait Jean-Marie Pelt, qui a rencontré Jean-Marie Roche. Donc Jean-Marie Pelt, le scientifique, qui a rencontré Jean-Marie Roche, qui était chef d'entreprise et qui était déjà un peu titillé par la politique parce qu'il voyait ici le maire qui était un peu vieillissant, avec des idées un peu vieillottes aussi par rapport à l'organisation de la cité, comme on dit. Ces 2 personnages sont associés avec un 3e, un homme d'église, donc un sociologue, un philosophe, Roger Klein. Et ces 3 personnes ont préparé une campagne électorale
pour emporter la mairie. Mais c'était plus, je ne veux pas dire de manière un peu souple et désintéressée, mais ne pensant pas du tout l'emporter. Et en fin de compte, et ça c'est Monsieur Roche qui me l'a rapporté, avant l'élection, Jean-Marie Pelt a demandé à Jean-Marie Roche, de Jean-Marie, écoute, il faut que je te demande quelque chose. Si jamais on gagne les élections, tu dois me promettre quelque chose. Je lui ai dit, bah oui, en pensant pas forcément les gagner, je veux que tu me construises un institut européen d'écologie. Il dit, oh bah oui. Et c'est ainsi, promesse de campagne, que élu maire à Metz, Jean-Marie Roche a mis en place toutes les possibilités pour monter cet Institut européen d'écologie dans ce lieu magique qu'est le cloître des Récollets. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Parce qu'il faut, Marianne Isler-Béguin, se replacer, se resituer dans le contexte de 1971, où on ne parlait pas encore de réchauffement climatique, où le mouvement écolo était encore naissant. C'était une aventure et presque une démarche visionnaire de la part à la fois de Jean-Marie Pelt, de Jean-Marie Roche et Roger Klein. Tout à fait, mais c'est l'analyse qu'on peut en faire aujourd'hui. De dire que c'était des visionnaires, c'est seulement après coup. À l'époque, effectivement, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire de la ville? On ne comprend pas très bien. Et puis, quand même, il faut rappeler qu'il y avait déjà des penseurs comme Ivan Illich qui avait quand même bien entamé la question de l'écologie au sein de notre société. Et la réflexion qu'ils ont menée, alors je ne sais pas, à l'époque, moi j'étais au lycée ici, à Georges de la Tour, mais ils nous avaient entraînés. Il y a eu la démolition du centre-ville ici pour construire le centre Saint-Jacques, donc on a vraiment tapé, on peut le dire en ces termes, hein, on a tapé dans des ruines gallo-romaines. Et là, ça ne posait de problème à personne à l'époque. Si, justement, il y a eu des levées, il y a eu des levées de boucliers d'un certain nombre de personnes. Et lorsque on a voulu s'attaquer à ce qu'on appelle à la maison des têtes, là, il y a eu vraiment un chamboulement, une levée de boucliers de la part des citoyens et de tous ces gens qui ne voulaient pas de cette démolition. Et donc, ils se sentaient forts parce qu'ils étaient suivis au niveau de la population messine et au niveau de la jeunesse. Donc, les ZAD qu'on a aujourd'hui, ils avaient déjà construit une ZAD parce qu'ils avaient occupé la maison des têtes pour pas qu'elle soit démolie. Donc, effectivement, c'était des précurseurs, mais lorsqu'on est dans l'action, on ne sait pas qu'on est précurseur. Ça peut tomber comme ça peut devenir un grand succès. Jean-Marie Pelt a aussi beaucoup œuvré pour le côté, l'aspect ville verte de la ville de Metz. C'était en quelque sorte un ambassadeur aussi, à la fois de l'écologie urbaine, de l'écologie en général. Est-ce que là aussi, la municipalité de Metz, de l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, récemment, était consciente de cette dimension ? Je pense surtout qu'il a réussi à convaincre. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il était premier adjoint de Jean-Marie Roche. Donc, il avait vraiment le pouvoir de décider et il a été suivi au niveau politique. Et c'était un très grand vulgarisateur. Donc, il arrivait à convaincre parce qu'il savait expliquer la complexité de manière que tout le monde puisse le comprendre. Avec Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt avait tenu une conférence à Metz en 2014 qui avait alors attiré une foule impressionnante. Parmi ses nombreux amis comptait également un autre grand homme. Je sais très bien que le 1er janvier de l'an 2000, l'être humain continuera à aimer la guerre et la barbarie ancestrale dans laquelle il se complaît. Il ne va pas profiter de cette coupure de temps pour entrer dans une voie nouvelle qui devrait... La voie de l'hominisation. L'homme était fait pour s'hominiser, pour grandir spirituellement et moralement. Mais il refuse, il veut pas, ça ne l'intéresse pas. Et comme nous vivons dans une société qui repose directement sur le profit et sur l'argent, on peut faire tous les beaux discours qu'on voudra, on en fait d'ailleurs, qui sont pas mal. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Extrait de la séquence Les 4 vérités de l'émission Télématin, alors animée par Gérard Leclerc sur France 2, qui le 9 avril 1997 recevait Théodore Monod le jour même de son 95e anniversaire. Une archive INA en hommage, là aussi, Marianne Isler-Béguin, à un érudit et un humaniste que Jean-Marie Pelt appréciait, estimait et admirait beaucoup.
Oui, tout à fait. Et personnellement, je le considère comme mon père spirituel parce que non seulement il avait toutes ces qualités que vous venez d'énumérer, mais c'était également, il était militant. Mm. Tous les ans, quand même, il venait militer contre le nucléaire, marcher contre le nucléaire. Non seulement il marchait dans le désert, seul, mais également il n'hésitait pas un seul instant à répondre présent pour marquer une position tranchée, différente, hors des sentiers battus pour cet homme à la réputation internationale. Mmh. Que l'on qualifie souvent de révélateur du désert, révélateur du Sahara, Marianne Ister-Béguin. Oui, et c'est en cela, parce que moi aussi, j'adore le désert, et lorsqu'on lit ces livres, on est absolument émerveillé. Et aujourd'hui, ce qui m'interpelle, et je crois qu'il en serait très attristé, lui disait que le seul endroit sur cette planète, c'était encore le désert, le seul endroit propre de la planète. Or aujourd'hui, lorsqu'on s'aperçoit ce qui se passe dans le Mali, avec le numérique, avec nos instruments modernes, eh bien, autant c'est intéressant, par exemple, pour des propriétaires de chameaux, pour les chameliers, d'aller retrouver leurs troupeaux et d'approvisionner donc les chameliers. Autant lorsqu'on voit tous les trafics qu'il y a dans le désert et qu'en fin de compte, ce monde qui était très propre, très beau, eh bien, il commence à être souillé également. On est attristé, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer ce combat de cet homme merveilleux. Voilà, je crois que c'était un homme merveilleux. Alors, il y a peut-être une différence entre Théodore Monod et Jean-Marie Pelt, que l'on évoque avec vous, Marianne Ister-Béguin, présidente de l'Institut européen d'écologie. C'est précisément peut-être cet engagement aux côtés du milieu associatif. On sait que Jean-Marie Pelt était plutôt en retrait, même s'il était lui personnellement bien sûr très engagé à travers ses ouvrages, à travers ses conférences. En revanche, il n'a jamais souhaité, alors hormis évidemment l'aventure messine, s'engager politiquement ni manifester aux côtés d'associations militantes. Oui, c'était un peu sa marque de fabrique. Il ne voulait pas s'engager et c'est vrai que parfois j'étais un peu irritée à l'idée qu'il ne me soutienne pas, par exemple surtout au niveau politique. Mais bon, c'était clair à ce niveau-là. Il soutenait sans engagement politique. Il soutenait la personne. Et au monde associatif, c'est pareil. Il ne renonçait pas d'aller faire une conférence lorsqu'une association faisait appel à lui. Mais la grande différence, bien sûr, avec Théodore Monod accompagnait les gens, était présent, prenait des responsabilités au sein des associations et payait de sa personne, quand même marcher en avant à la très grosse manifestation antinucléaire à Paris, dire oui, le professeur Théodore Monod soutient, il est là, ça avait du poids pour tout le monde. En même temps, Jean-Marie Pelt était quelqu'un de très apprécié, de très connu, alors sans doute Marianne Ister-Béguin pour ses qualités précisément à la fois de conteur, mais aussi de très grand vulgarisateur, des fois de choses biologiques et des aspects de la nature plutôt complexes. Ah oui, je crois que ça, tout le monde le reconnaît. Un véritable talent. Effectivement, c'est un talent incroyable que d'être aussi excellent pédagogue, parce que tout le monde se délectait de ces histoires simples et toujours racontées avec humour, avec son petit sourire, avec bonhomie, oui. Ironie parfois aussi, et non, c'est vraiment cela qui a fait que il est aussi célèbre aujourd'hui, parce que expliquer la complexité de la nature de manière à ce que tout le monde, un enfant de 10 ans ou alors ma voisine ou alors ma boulangère, tout le monde apprécie et comprenne, eh bien c'est pas donné à tout le monde. On évoquait avec vous, Marianne Ister-Béguin, les déserts. Les déserts aussi ont leur blues.
Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était Islek Tagram Tifamam du groupe malien à géométrie variable de blues touareg Tinariwen, en français Les Déserts, extrait de l'album Emar, sorti en 2014. Vous avez été députée européenne Les Verts, Marianne Ister-Béguin, vice-présidente du Parlement européen de décembre 91 à juillet 94 et pour un second mandat de 1999 à 2009. Votre engagement pour la défense de la nature est un combat de longue date. Oui, j'ai commencé tout de suite à l'université et puis même déjà en première, en terminale ici. Le pourquoi, je pense que ça vient du monde paysan dont je suis issue. Mon père a connu le remembrement et j'ai vu que ça provoquait vraiment un traumatisme. Un traumatisme et on oubliait complètement la partie environnementale dans ce traumatisme en plus. Et bon, mes cours de géographie m'ont amené aussi à cette réflexion. Plus, évidemment, ici, les cours de l'Institut européen d'écologie. Donc, ce cocktail m'a amené vraiment à me diriger vers la protection de la nature, alors que j'étais plutôt orientée vers l'éducation. Et c'est ainsi que, donc, avec les compagnons de l'époque, eh bien, nous avons créé un certain nombre d'associations, dont le Conservatoire des sites lorrains. On avait le premier projet français pour la préservation du musard cendré, un petit rapace qui vit chez nous, en Lorraine. Et donc, ensuite, eh bien, je ne sais pas, tout naturellement, on est passé de l'engagement associatif à l'engagement politique. Donc, on a créé les Verts en 84. Dit comme ça, évidemment, les choses paraissent assez limpides. Marianne Ister-Béguin, on sait très bien que c'était plus compliqué puisque une partie de la mouvance associative était très opposée à l'engagement politique. D'autres, précisément les Verts, revendiquaient l'action politique. Replaçons aussi tout cela dans le contexte de l'époque. L'Institut européen d'écologie, Jean-Marie Pelt, quelle est l'ambiance de l'époque ? Alors ici, c'était une véritable ruche.
c'était absolument extraordinaire parce qu'on rencontrait des étudiants qui venaient du monde entier. Alors comme Jean-Marie Pelt et quelques-uns de ses acolytes traversaient quand même le monde, je crois que c'était parmi les premiers à aller en Afghanistan, herboriser en Afghanistan. Dans ces années-là, il fallait quand même le faire, quand on voit aujourd'hui l'histoire de l'Afghanistan. Et effectivement, donc tous ces gens-là venaient suivre des cours. Je me rappelle avoir eu des amis iraniens qui, pour ne pas faire un service militaire long, sont restés des années ici. Et donc tout ce monde-là se rencontrant, lorsqu'on avait un moment, on venait ici réécouter les cours d'écologie. Et donc notre pensée qu'on avait quand même en tant qu'étudiant a été confortée par ces cours d'écologie. Et donc nous on est arrivé donc dans le monde associatif, mais moi j'ai quitté l'éducation nationale pour monter un bureau d'études, en environnement, parce que il faut pas oublier que en 1976, en juillet, a été créée la première loi, a été promulguée la première loi sur la protection de la nature, qui demandait à mettre en place des études d'impact d'environnement. Donc ces études d'impact, avec mon diplôme de géographie, eh bien, nous avons commencé à faire ces études d'impact, et c'est comme ça qu'on a monté aussi un bureau d'études qui existe toujours, et du coup, on vivait de notre travail environnemental, mais ça nous permettait aussi de nous dégager du temps pour être militants. Et du coup, lorsque on discutait avec des agriculteurs ou avec des élus locaux, eh bien, on était pris ici un peu plus au sérieux que les associatifs. Alors précisément, Marianne Isler-Béguin, c'est aussi la période où, alors ça demeure encore un petit peu aujourd'hui, encore que les choses commencent peut-être à changer. Le terme écolo était quand même très très péjoratif, et un Jean-Marie Pelt qui, curieusement, passait un peu entre les gouttes et avait une certaine crédibilité auprès du grand public. Comment vous expliquez cette nuance et cette différence ? Avec ça, je n'en sais rien du tout, mais en tout cas, nous, ça a été difficile ici, pour nous, les écolos, les Verts, parce qu'effectivement, il y avait toujours Jean-Marie Pelt à qui on tendait le micro plutôt qu'à nous. Donc effectivement, c'était pas facile non plus à cette époque-là, mais je trouve qu'on s'en est sorti pas trop mal, et c'est vrai que notre engagement politique nous a crédibilisés en tant que nouvel arrivant sur la scène politique. Et ça, on ne s'y attendait pas. Parce qu'effectivement, dans le monde associatif, on était vraiment très mal vus. On était vus comme des empêcheurs de tourner en rond. Et là, on était rentrés dans je dirais un peu, le club des élus. Et donc, du coup, on ne s'y attendait absolument pas. C'était une très grande surprise pour nous que d'être acceptés comme futurs collègues, peut-être. Peut-être faites-vous partie, Marianne Isler-Béguin, de celles et ceux qui ont raison trop tôt. Laissez-moi vous expliquer. L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant Atlantique Nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré. Veuillez m'excuser. Quand pensez-vous que ça puisse se produire, professeur, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans. Par contre, ce que je sais, c'est que si on n'agit pas assez tôt, eh bien, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir en payer le prix. Et qui est-ce qui paiera le prix de l'accord de Kyoto? L'appliquer coûterait à l'économie mondiale des centaines de milliards de dollars. Avec le respect que je vous dois, monsieur le vice-président, la facture de l'inaction serait plus élevée que cela. Un extrait du film américain Le jour d'après, réalisé par l'Allemand Roland Emmerich, sorti en 2004, où le paléoclimatologue Jack Hall, interprété par Dennis Quaid, tente de convaincre les participants à une conférence internationale sur le changement climatique à New Delhi de la réalité de la fonte des glaces de l'Antarctique. Le téléspectateur sait que le scientifique a raison, mais les chefs d'État participants sont sceptiques. On dit aussi, Marianne Isler-Béguin, que la réalité dépasse la fiction. Parfois, oui. Mais ce film est tellement vrai, parce qu'en fin de compte, nous nous sommes souvent retrouvés dans cette situation où tous les gens autour de la table savaient, on sait que le changement climatique allait arriver, donc il y a quelques années, et on sait aujourd'hui que c'est une réalité. Et malgré tout, toujours encore contesté.
Non. De moins en moins. À part mais... quelques politiques qui voudraient se présenter à l'élection présidentielle aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même, non, il y a un consensus. Regardons quand même, il y a quelques mois, la conférence COP21 à Paris, où tous les chefs d'État ont dit « Ok, on est pour un accord, l'accord de Paris, pour faire quelque chose ». Vous pensez, Marianne Ister-Béguin, que la conférence de Paris marque un tournant dans les négociations concernant le changement climatique? Oui et non. Oui, parce qu'il y a eu pour la première fois un engagement de la part des États, et pas seulement des grandes idées, mais les chefs d'État présents se sont engagés pour leur pays à mettre en place un projet qui intègre le changement climatique pour baisser ou pour maintenir le climat dans les 2 degrés d'augmentation, même descendre à 1,5. Donc c'est quelque chose quand même de nouveau. Mais les plus pessimistes diront c'est encore un accord de plus, et en fin de compte on continue quand même comme avant, business as usual comme on dit. Mais d'un autre côté, quand on voit quand même la progression, alors j'ai eu la chance de commencer à Rio. J'étais à Rio où on commençait à parler de changement climatique, et ensuite j'étais à Kyoto, j'ai accompagné notre ministre à Kyoto, on a réussi, et là c'est la France quand même, il faut le dire, c'est la France de tout son poids, et Monsieur Chirac avec son Premier ministre Monsieur Jospin qui ont dit sans les États-Unis, nous mettrons en place le protocole de Kyoto. Avec ou sans les États-Unis. Et à 3h du matin, les États-Unis ont dit non, on n'en fait pas partie. Et à 3h30, M. Chirac nous a demandé de dire oui, l'Europe partira et on mettra en place le protocole de Kyoto sans les États-Unis. C'était des moments forts. Pour moi, c'était des moments extraordinaires. Et donc, il a fallu combattre pratiquement le monde du business, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tous ces gens-là sont présents pour dire oui, ensemble, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, il y a eu un changement. Vous avez le sentiment, Marianne Ister-Béguin, que la 22e conférence des parties, la COP 22, qui prend donc la suite de la COP 21, de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, marquera une étape supplémentaire, et si oui, laquelle ? C'est sûr que ça continuera à marquer une étape supplémentaire. Maintenant, il faut vérifier la sincérité des États membres, la sincérité de l'engagement. Donc à Marrakech, on va sans doute regarder dans le détail ce que les États ont proposé pour réduire l'augmentation, pour contenir l'augmentation. Alors, est-ce qu'on y arrivera, est-ce qu'on n'y arrivera pas? D'après les spécialistes, donc du GIEC, les scientifiques qui accompagnent les Nations Unies, d'après eux, on est loin du compte. Mais c'est le début, donc la pression de nos concitoyens, c'est la pression, je dirais, populaire, internationale, doit pouvoir être suffisante pour pousser les chefs d'État à ne pas lâcher. Et c'est ça ce qui est important. C'est pour ça, ces conférences qui apparaissent peut-être à certains comme des grands-messes, eh bien, ces conférences doivent continuer à exister parce que si le pouvoir est entre les mains des chefs d'État, le vrai pouvoir, ce sont les citoyens qui doivent pousser dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'on doit continuer à expliquer ce qu'on fait au niveau international. Nous sommes ici, Marianne Ister-Béguin, à l'Institut européen d'écologie, fondé par Jean-Marie Pelt en 1971. Est-ce que Jean-Marie Pelt, et vous en prenez aujourd'hui la succession de cet institut, est-ce que Jean-Marie Pelt était autant concerné, se sentait autant concerné par ces enjeux de changement climatique que les questions qui les passionnaient d'écologie et notamment la botanique? C'est-à-dire que le tout se tient, mais c'est vrai qu'il n'était pas aussi près peut-être que certains des questions de négociation au niveau de la lutte pour le changement climatique, mais il savait très bien l'expliquer sans être tout à fait au sein de ces discussions peut-être. Nous irons vers l'abondance par la productivité. C'est l'inverse qui se produit. En fait, nous sommes en train de raréfier le monde, nous sommes en train de creuser notre tombe
en rendant les ressources de plus en plus rares. Et nous avons beau lutter contre le temps, c'est vrai que nous allongeons un petit peu notre espérance de vie, mais à terme, nous allons réduire cette espérance de vie et nous allons finir par mourir. Ce que d'autres ont dit, Lévi-Strauss aussi est très pessimiste là-dessus, il dit le fait que la promiscuité, l'étouffement feront que les hommes ne se supporteront plus. Et donc il y aura un déchaînement de violence, qu'on retrouvera les vieux fléaux malthusiens qui étaient la guerre et la maladie, qui faisaient disparaître l'humanité. Donc c'est vrai que l'humanité n'est pas raisonnable, parce qu'elle le voit, ça, elle le pressent. Hein. Ce qui me frappe, c'est cette lucidité aveugle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous sommes absolument lucides, et en même temps, nous ne voulons pas voir ce que nous voyons. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. C'était le docteur en économie, écrivain et journaliste Bernard Maris, assassiné le 7 janvier 2015 à Paris lors de l'attentat au siège du journal Charlie Hebdo. Il s'exprimait ici quelques semaines avant son décès dans un entretien avec Jean Corny, du Centre laïque de l'audiovisuel de Bruxelles. Là encore un hommage, Marianne Ister-Béguin. Un homme assez extraordinaire, là aussi, qui savait nous expliquer l'économie sous un autre angle, et sous l'angle que chaque économiste devrait reconnaître comme étant le plus judicieux aujourd'hui. Alors, dans cet entretien, Marianne Ister-Béguin, Bernard Maris parle de lucidité aveugle, en disant que voilà, nous savons que nous allons dans le mur et pourtant nous y allons. Moi, je ne partage pas tout à fait cet avis-là, considérant que les gens ne sont peut-être pas si lucides que ça. Quel est votre avis sur la question ? Il a tout à fait raison. C'est-à-dire que je pense surtout qu'il parlait des décideurs. Aujourd'hui, nous savons ce que nous ne devons plus faire, et pourtant, on continue quand même à le faire. Et voilà, c'est ça, cette lucidité aveugle. Par contre, on ne peut pas blâmer celui qui ne sait pas. Il y a des gens tout à fait sincères qui découvrent combien bien les éléments naturels, combien l'écosystème qui nous entoure dépend, combien nous dépendons les uns des autres, que la nature dépend de nos comportements. Déjà, le concept même d'écosystème reste peut-être un peu voilà, abstrait par exemple. Donc notre rôle, nous, à l'Institut, c'est de continuer à vulgariser la question. Donc, on a eu donc une grande soirée qui présentait notre nouveau programme. Alors, précisément, Marianne Ister-Béguin, quel est le rôle que l'Institut européen d'écologie, que vous présidez depuis juin 2016 à Metz, peut jouer à la fois dans la préservation de la nature et la transition écologique ? Vous savez, on a énormément d'ambition pour l'Institut et pour ce lieu, pour tout le lieu. On souhaite ici que le cloître des Réquerets devienne le haut lieu au niveau peut-être national, européen, de l'écologie urbaine, de l'écologie tout court, du développement durable, de la transition énergétique, écologie et même sociétale. Donc, vous venez d'évoquer, Marianne Ister-Béguin, la notion, le concept d'écologie urbaine. C'est un peu une invention, une spécificité, on le disait en début d'entretien, de l'Institut européen d'écologie. Comment pourriez-vous définir cette notion d'écologie urbaine ? Mais aujourd'hui, il faut s'imaginer que dans quelque temps, il y a, je crois, 80% de la population mondiale qui va vivre dans un monde urbain. Donc nous devons reconnecter les êtres urbains à la planète et à la nature. Donc c'est, en fin de compte, c'est ça, c'est vraiment renaturer l'homme dans un monde qui pourrait devenir un monde complètement artificiel et bétonné. Donc c'est ça ce qu'il faut casser et trouver une autre manière de raccrocher l'homme à la nature, parce que nous avons encore besoin de cette nature et nous avons besoin de la préserver pour qu'elle puisse continuer à accueillir sur cette terre de manière décente et même mieux, pour que les gens, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui quand même, eh bien que chacun puisse avoir sa place et vivre bien et vivre mieux pour beaucoup. Donc nous avons un projet qui est considérable, c'est évidemment réfléchir. J'allais vous demander, Marianne Ister-Béguin, de nous le présenter succinctement, puisqu'il a été présenté jeudi 20 octobre, récemment, donc, à l'Arsenal de Metz. À l'Arsenal de Metz, merci. Présenter ce nouveau programme de l'Institut européen 2.0. Alors voilà, on veut rester dans la réflexion. En 70, écologie urbaine, nouveau concept. Là, on voudrait, avec
toutes les connaissances qu'on a, eh bien, et tous les génies et toute l'intelligence, peut-être réfléchir à quelle organisation de la société demain. C'est ambitieux, mais pourquoi pas. Donc, continuer à réfléchir et ensuite former. Comme vous le disiez vous-même, tout le monde ne sait pas forcément qu'on a encore besoin de la nature et qu'on est encore relié à elle. Donc la formation, comment on vit, mais aussi répondre aux demandes des entreprises. Par exemple, aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui sont volontaires pour expliquer l'autre organisation, parce que le réchauffement de la planète, ça signifie non seulement qu'il faut qu'on se positionne, nous, personnellement, sur comment je vais organiser ma vie, mais aussi les entreprises, comment on va réduire les émissions de CO2, comment on va réduire l'énergie qu'on consomme. Donc, il y a de la demande au niveau de la formation. Et puis, bien sûr, il nous faut aussi agir, parce qu'il ne suffit pas de donner des leçons. On n'a pas de leçons à donner. On va donner de leçons à personne. Cette période-là est révolue, peut-être. Voilà, complètement. Et nous devons donner des clés d'entrée, c'est-à-dire nous-mêmes agir pour être exemplaires, mais pour être un exemple, mais aussi permettre aux gens d'agir dans des domaines qu'ils ne connaissent pas. Donc vraiment être le relais des réseaux. D'autant, Marie-Alice Béguin, que les enjeux de la transition et du développement durable concernent vraiment tous les pays. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, aunque no cuente conmigo, ni cuente contigo. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, porque eso vino conmigo, ay, 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 conmigo. Que no crean lo que saben, saber más que los que son, y no crean por favor que todo el que dice sabe. Saber es cosa de tiempo, pero ser, eso se trae. Con el traje o sin el traje, desde afuera o desde adentro, la canción y el sentimiento salen a la luz, salen a la luz, salen a la luz. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, porque lo traigo conmigo, ay, conmigo. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, porque eso vino conmigo, sí, conmigo. Que no crean lo que pueden decidir por lo que no, que eso ya es mala intención y nadie en principio debe. No es cosa de religión, ni de color, ni de empeño, no es la fuerza ni el color, los compases ni el genio, es solo la condición, esa que se lleva dentro, es solo la condición, esa que se lleva dentro. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, aunque no cuente conmigo, ni cuente contigo. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, eso vino conmigo, ay, 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 conmigo. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, aunque no cuente conmigo, ni cuente contigo. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, eso vino conmigo y vino conmigo. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, que no cuente conmigo, ni cuente contigo. Me quedaré, siempre cubano me quedaré, eso vino conmigo, ay, conmigo.
Cubano de l'auteur-compositeur-interprète cubain Raúl Paz, extrait de l'album En Casa, sorti en 2006. Pourquoi ce choix, Marianne Isler-Béguin? Alors ça, c'est le hasard de la vie. Un jour, il y a 22 ans, je suis allée à Cuba de manière tout à fait individuelle, hein, en tant que touriste, et je suis tombée sur des gens extraordinaires. Rien à voir avec le système en place, hein, c'était les Cubains, les Cubanos. Et donc, 22 ans après, nous sommes toujours des amis. J'accueille depuis 12 ans les enfants de mes amis d'alors, d'aujourd'hui encore. Et donc, je vis à cheval pratiquement entre ces deux sociétés, ces deux mondes, Cuba et la Lorraine et Metz. Et donc, avec ces deux filles cubaines, eh bien, on partage énormément. On partage une société qui est en train de bouger, et c'est assez extraordinaire également. Vous êtes Lorraine, bien sûr, Marianne Isler-Béguin. Vous avez été, on l'a dit en début d'entretien, vice-présidente du Parlement européen. C'est quelque part un parcours assez spectaculaire, assez remarquable. Alors, on l'a évoqué un petit peu depuis le début de l'entretien, effectivement, mais quel a été véritablement votre parcours, votre formation initiale? Oui, on peut dire un peu atypique et très intéressant. C'est vrai, lorsque j'étais à l'université de Metz en géographie, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais vice-présidente du Parlement européen à 33 ans, donc la plus jeune. Et puis, j'aurais jamais imaginé non plus être présidente de l'Institut d'écologie, et j'aurais jamais imaginé faire revenir, par exemple, l'université ici qui avait quitté à un moment donné. Donc là, ils vont revenir, et je trouve ça assez extraordinaire au niveau de la formation, parce que nous avons des talents aussi au sein de cette université lorraine. Donc voilà, c'est à ce moment-là, Marianne Isler-Béguin, vous rêviez à quoi sur les bancs d'université en géographie? Mais on voulait changer le monde. Ah, ça c'était clair. On était une bande un peu, on dirait aujourd'hui, givrée, quoi. Lorsque les professeurs nous indiquaient nous parlaient, je me rappelle bien, du miracle brésilien, on disait mais c'est pas vrai, vous vous trompez, ça, c'est n'importe quoi. Et donc on était déjà des révoltés. On était des révoltés, et on n'acceptait pas l'injustice, et on voulait changer le monde, et l'écologie nous amenait cette possibilité de changer le monde, de le voir sous un autre prisme, sous une autre analyse. Et ça, la géographie me l'a aidé, l'Institut me l'a aidé, et donc après, la vie se déroule. Ce sont des hasards, mais surtout un engagement fort pour la nature. Et ça, je tiens à le dire, c'est la nature, mais c'est pas seulement la nature pour la nature. La nature n'a pas besoin, et ça je le dis souvent, la nature n'a pas besoin des êtres humains pour continuer. La Terre continuera à tourner sans nous. Mais la nature, préserver la nature pour préserver les êtres humains. Vous n'avez jamais douté de votre combat, Marianne Isler-Béguin? Alors ça, non. Non, et plus ça va, plus les événements nous donnaient raison. Et donc je me dis que c'était chouette. Hélas. Non, aujourd'hui, hélas, bien sûr, hélas. C'est sûr que je disais souvent, je préfère retourner dans mon jardin si les problèmes sont réglés. Ce qui me rassure quelque part, c'est de n'avoir pas eu tort dans mon engagement. Est-ce que votre fonction de vice-présidente de Parlement européen, là aussi, Marianne Isler-Béguin vous a, j'imagine que oui, appris des choses? Vous vous rendez compte, vous étiez dans un monde associatif, vous avez créé un parti politique qui est quand même regardé de travers, quoi, et vous arrivez toute fraîche élue, sans avoir aucune expérience de parlementaire, puisque c'était la première fois que les Verts avaient des élus. Donc j'arrive en 91, je suis élue vice-présidente du Parlement européen, et là je suis en relation avec, je me dis, les grands de ce monde. J'ai une expérience extraordinaire avec une amie que je tiens à nommer parce que c'est resté une amie, comme quoi en politique on peut avoir des amis, Marguerite Marie d'Inguirard. Nous avons, au moment des accords d'Oslo entre Palestine
et OLP, on a déposé un amendement pour que les protagonistes de la paix viennent au Parlement européen. Et donc, c'est grâce à ça, grâce à notre amendement, qu'ils sont venus au Parlement européen. Bon, lorsqu'ils sont arrivés, c'était vraiment pour nous, enfin pour moi, extraordinaire. Donc, de rencontrer tous ces gens. Et surtout, je tiens aussi à remercier le président Klepsch de l'époque, qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma formation de nouvel élu. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur. Marianne Isler-Béguin, présidente de l'Institut européen d'écologie, vice-présidente de Metz Métropole, c'est le moment de votre choix. On écoute. Ils vécurent heureux pour toujours. C'est votre coup de gueule, Marianne Isler-Béguin, illustré par cet extrait de Blanche-Neige et les Sept Nains, une adaptation du conte homonyme des frères Grimm, paru en 1812, tiré de la version française de ce premier long métrage d'animation des studios Disney, sorti le 21 décembre 1937 au Carter Circle Theatre de Hollywood. Expliquez-nous. Écoutez, c'est vrai que les personnages magiques de nos contes d'enfance, ça fait rêver. Et du coup, ça a fait rêver certains pour présenter ici à Metz ce qu'on appelle la Féerie des glaces. Alors, la Féerie des glaces, ça attire des milliers de personnes. C'est extraordinaire pour les commerçants. Mais à un moment donné, il faut qu'on sache dire, c'est pas bon. C'est pas bon pour le climat, même si c'est beau. Alors justement, on fait venir des blocs de glace qu'on a déjà conçus à Bruges, donc des blocs de glace qui arrivent en énormes camions et qui sont ensuite travaillés ici par nos artistes pour en faire des sculptures magnifiques et ensuite qui sont présentés. Alors l'année dernière, il a fait très chaud au mois de décembre et au mois de janvier, donc il a fallu vraiment utiliser de l'énergie pour refroidir, pour être à -4, pour pas que ça fonde. Et ensuite, lorsqu'il a fallu fondre les blocs de glace pour les ôter, eh bien, refroidissement. Et donc, il a fallu réchauffer l'intérieur du hangar pour faire fondre cette glace qui a fondu et qui a fait de la glace à l'extérieur. Donc, c'est vraiment... c'est ce qu'il ne faut pas faire. On peut monter ce genre d'animation, de présentation dans les pays nordiques. Là ou à Chamonix. Ou à Chamonix, oui, ou là où il fait très froid. Mais je pense qu'ici, à Metz, c'est pas adapté. Donc, à un moment donné, il faut expliquer à nos concitoyens, c'est peut-être beau, mais ça va vraiment à l'encontre de ce que nous devons mettre en place aujourd'hui comme économie pour faire venir nos concitoyens. Je viens de citer Marianne Isler-Béguin, Chamonix. On peut aussi se poser la question de savoir pourquoi et comment les gens en viennent à déposer des détritus lorsqu'ils se promènent, lorsqu'ils escaladent précisément le Mont Blanc. Ils y montent pour la beauté du spectacle et ça ne les empêche pas de laisser les restes de leur repas le long du chemin. Ce qui prouve qu'on a encore énormément de pédagogie à faire envers nos chers concitoyens qui pensent, et on pense qu'ils sont informés, mais ils ne le sont toujours pas suffisamment en tout cas. Ce sera évidemment le rôle, vous l'avez dit, Marianne Isler-Béguin, de l'Institut européen d'écologie. Mais je crois que vous aviez également un coup de cœur. Oui, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que on n'est peut-être pas suffisamment attentif ni à l'autre, ni à la nature. Mais ici, ce que nous vivons quand même au sein de l'Institut, depuis qu'on y est, qu'on réveille un peu les murs, les gens... ont envie d'agir. Il y a une envie, il y a un enthousiasme extraordinaire. Lorsque je vois les gens dans la rue qui me disent « Ah, c'est bien, vous continuez l'Institut, c'est super, quand est-ce que vous refaites les conférences et comment est-ce que je peux faire ceci et comment est-ce que je peux faire cela ?» Donc, et c'est assez enthousiasmant et ça nous donne de l'énergie. Et par exemple,
on imagine que les gens ne veulent pas travailler. On a mis en place la charte du bénévolat. Donc on fait appel à des bénévoles, on dit en plus vous venez, mais vous êtes sérieux et vous signez une charte. Et les gens viennent, que ce soit des jeunes étudiants, que ce soit des femmes au foyer, que ce soit des jeunes gens qui sont en quête de travail. Les gens sont intéressés pour participer à une aventure positive. Et lorsque on est dans une équipe, on s'aperçoit que la générosité, ça existe, et que l'empathie, ça existe, et qu'il suffit aussi de réveiller tout ça, peut-être c'est peut-être un peu angélique, mais lorsqu'on ne regarde pas l'autre, lorsqu'on ne l'écoute pas, c'est sûr qu'on ne le comprendra pas. Est-ce que ça veut dire aussi, Marianne Lister-Béghin, que nous entrons dans un monde qui bouge en permanence, où les certitudes sont peut-être derrière nous, et que nos concitoyens, jusqu'à présent, avaient besoin de certitudes, alors qu'aujourd'hui, vous le disiez à un moment donné, en parlant de l'Institut européen d'écologie, tout ça est en recherche, tout ça est en quête. Est-ce que ce n'était pas un peu déstabilisant aussi pour nos concitoyens ? Non, je crois qu'ils ont compris que nous étions en transition. Et il faut le dire, notre société tout entière est en transition, et cette transition, non seulement nous devons l'accompagner, mais nous devons tous en être des acteurs. Et lorsque chacun aura compris que oui, c'est pas seulement aller voter, mais nous devons être acteurs d'aujourd'hui et du futur pour nos enfants de demain. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un lien, Marianne Lister-Béghin, entre écologie et démocratie ? Bien sûr, démocratie et aussi paix dans le monde. Lorsqu'on aura compris qu'aujourd'hui, les grands conflits régionaux sont souvent liés à l'environnement, à l'eau, à l'énergie, et qu'il faut régler ces questions-là, peut-être qu'on comprendra et peut-être qu'on verra qu'il y aura plus de paix dans le monde. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que l'Institut européen d'écologie est une association à but non lucratif, et qu'aujourd'hui, tout le monde peut être adhérent, et j'espère que tous ceux qui auront écouté cette émission, et bien au-delà, tout le monde va adhérer à l'Institut européen d'écologie. Merci Marianne Lister-Béghin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Institut européen d'écologie, vice-présidente de Metz Métropole, conseillère municipale de Metz et ancienne vice-présidente du Parlement européen. Pour en savoir plus et pourquoi pas adhérer à l'Institut européen d'écologie, rendez-vous sur la page Facebook de l'Institut ou prenez contact au 03 87 75 41 14.